Bonjour, je suis heureux de vous accueillir à News Sécurité, à l'émission Fenech Security Talk, consacrée aujourd'hui à un thème d'actualité s'il en est, liberté et vidéosurveillance. Pour traiter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités prestigieux, en tout cas spécialistes du sujet, deux avocats, Maître Alain Bensoussan, bonjour. Bonjour. Et Maître Thibaut Dumanoir de Juillet, bonjour. Bonjour. Alors, Maître Alain Bensoussan, rapidement, parce que vous avez évidemment un CV très important. Vous êtes avocat à Paris, spécialisé dans le droit de l'informatique et des technologies avancées. Au sein du cabinet Lexing, vous êtes enseignant à l'École centrale de Paris, à l'École supérieure d'informatique de Paris, à Sciences Po, et j'en oublie, et l'Institut des hautes études de la défense nationale. Oui, tout ça a été puisque j'ai arrêté. Vous avez arrêté? J'ai arrêté, oui. L'âge venant, aujourd'hui, je préside un réseau international qui est installé dans 37 pays sur les technologies avancées. Et donc, j'ai arrêté les Comment enseignements. s'appelle ce réseau? Lexing. C'est ça, c'est le réseau Lexing. Le réseau Lexing. Très bien. Et en on est face installé de dans vous... 37 pays et on travaille que sur ces technologies avancées. Très bien. En face de vous, quelqu'un que vous connaissez très bien, hein, Oui, Maître Thibaut Dumanoir de Juillet. Vous êtes aussi avocat à Paris. J'ai noté que vous étiez ancien auditeur de l'IHESI et l'IHEDL également, et auteur de plusieurs ouvrages, notamment autour de l'intelligence économique, et spécialiste également des questions de sécurité privée. Bon, ma première question s'adresse à vous, cher Alain. Vous venez de publier précisément vos éditions Lexing, Algorithmes et droit. Donc, nous sommes au cœur de notre sujet. Peut-être expliquer rapidement ce qu'est un algorithme pour ceux qui ne le sauraient pas. Est-ce qu'on peut embarquer, par exemple, un algorithme dans un drone? Et quels sont les enjeux en termes éthiques à l'heure de ChatGPT? Voilà, les algorithmes, en fait, c'est un objet juridique en devenir. Et ce qui est assez amusant de constater, alors qu'on parle de ChatGPT, on parle d'intelligence artificielle, les intelligences artificielles sont sorties des laboratoires et on les trouve maintenant dans les entreprises, dans les usines, dans les hôpitaux et même dans les domiciles. Elles sont là. Et elles, c'est qui? C'est quoi une intelligence artificielle? Une intelligence artificielle, si on prend une analogie, c'est comme une chanson. Une chanson, c'est un texte et une musique. Chacun existe indépendamment et la réunion des deux fait naître un nouvel être, un nouvel objet, la chanson. Eh bien, pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. C'est une conjugaison entre des algorithmes et des données. En elles-mêmes, les algorithmes existent, les données existent. Mais lorsqu'on les réunit par un phénomène d'algorithmie, je vais donner la définition, naît cette fameuse intelligence artificielle. Et en 2025, je sais bien qu'on est en 2023 bien sûr, oui. Mais en 2025, on compte par 5, oui. C'est comme en 1995 sur l'Internet. Oui. C'était un nouveau droit à créer, et là il y a un nouveau droit à créer pour l'intelligence artificielle, parce que les droits des données, ça existe plus ou moins bien, sauf les données personnelles, mais les droits des algorithmes, c'est en devenir. Alors qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme, c'est très simple. C'est une suite d'opérations qui permet d'atteindre un résultat sans avoir à le démontrer. Alors comment on sait que ce résultat est bon? Eh bien tout simplement que tant qu'on utilise l'intelligence artificielle qui apprend grâce aux données, cet algorithme va donner des résultats. Et en moyenne, ces résultats sont excellents et parfois, sur certains domaines, ils sont supérieurs en termes de résultats aux humains. Alors, précisément, parmi ces domaines, il y en a un qui nous intéresse très précisément aujourd'hui, c'est le domaine de la sécurité. Alors je voudrais rappeler que le 13 avril 2023, vous le savez, le Parlement a définitivement adopté ce qu'on appelle la loi JO, la loi des Jeux Olympiques, qui comporte un important volet sur la sécurisation des Jeux, notamment par l'utilisation de ces algorithmes à base d'intelligence artificielle pour le traitement des images, n'est-ce pas? C'est une grande première. Et vous le savez, le 12 avril dernier, également, les députés Gosselin et Lacombe ont déposé un rapport parlementaire qui est vraiment très, j'allais dire, disruptif, hein, parce que là, on évoque précisément la reconnaissance faciale, qui est un sujet un peu tabou encore en Europe, et notamment en France. Alors ma question, Maître Thibaut Dumanoir de Juillet, c'est pour vous, que contient cette loi du 13 avril 2023 comme véritablement disposition innovante, voire disruptive, et est-ce qu'elle répond finalement, à vos yeux, aux défis de la sécurité à l'approche des Jeux Olympiques? Alors, il faut voir cette loi dans son ensemble, donc il y a l'article 7 que vient de citer Alain, mais il y a des dispositions qui sont quand même extrêmement importantes et qui concernent la CNIL. Parce que vous savez, pour régir les systèmes de vidéoprotection, vous aviez finalement le RGPD avec la loi subséquente, et puis vous aviez le Code de la sécurité intérieure.
Et vous aviez des contradictions entre les deux, et on se demandait si la vidéoprotection relevait parfois du RGPD ou non. Et il y a un point qui m'apparaît extrêmement important dans la loi, c'est on vous dit, tout ce qui est vidéoprotection, c'est des données personnelles, et c'est soumis au régime des données personnelles. Donc on a biffé, corrigé le code, et on a posé ce principe-là. Ce qui, à mon avis, simplifie la tâche des juristes, parce qu'on a dû avoir l'un et l'autre des dossiers où les clients viennent vous voir en disant c'est blanc ou c'est noir, et avec des difficultés pour apporter des réponses. Et maintenant, on peut apporter une réponse correcte. Est-ce que c'est mieux pour le développement de ces systèmes? Ça, j'en suis un petit peu moins sûr. Et puis le deuxième volet, c'est l'autorisation des caméras augmentées. C'est ça. Alors, il y avait eu une étude de la CNIL avant, il y avait eu pas mal de choses. Et qu'est-ce qu'une caméra augmentée? C'est une caméra avec de l'intelligence qui vous permet de repérer, par exemple, une valise abandonnée. Et il y avait eu, je crois, des essais à la SNCF ou des projets, je ne sais pas s'ils avaient abouti, où quand il y avait un bagage oublié, la SNCF était capable de retracer la personne qui avait oublié le bagage et de dire, avant qu'elle ne sorte de la gare, venez récupérer votre valise avant que les démineurs arrivent. Donc, il y a vous qui êtes juriste et attaché aux libertés, qu'est-ce que vous en pensez de ce dispositif? Est-ce que c'est vraiment une atteinte, comme on peut le craindre, à la liberté d'image, d'aller et venir? Alors, moi, je suis tout à fait pro de ces régimes, parce que ça va accélérer en termes de sécurité privée un certain nombre de choses, et donc, de ce côté-là, ça va contribuer à la liberté. Et en fait, pour tout ce qui est réflexion sur tout ce qui est liberté, vs sécurité, à supposer que ça soit cette manière dont le problème doit être posé, je ne suis pas tout à fait sûr. Il faut se pencher aussi sur la législation européenne, sur la réglementation européenne qui est en train d'être adoptée. Et vous savez sans doute que vous avez en Europe des discussions sur l'intelligence artificielle et comment l'encadrer. Alors il y a eu une politique très intelligente faite notamment par Thierry Breton, qui a été d'abord de s'intéresser aux données, quelles données sont utilisables, pas utilisables, dans quelles conditions, etc., avec des distinguos données privées, données publiques, si les données sont soumises aux droits d'auteur, si les données sont soumises au secret des affaires, au RGPD, et puis de l'autre côté, les algorithmes dont parlait Alain tout à l'heure. Et vous avez une classification, si vous voulez, des systèmes d'IA, qui est encore en débat devant le Parlement, et ça devrait être terminé avant le début de l'été. Avec les systèmes d'IA, notamment en termes sécuritaires, qui peuvent interdire, c'est le système, par exemple, de notation à la chinoise, et puis les systèmes d'IA au risque, qui demanderont des précautions particulières d'usage. Et derrière ça, il y a les questions qui se posent de biométrie, de reconnaissance faciale. On va y venir. Mais si je comprends bien, donc, d'abord, cette loi, il faut le préciser, il y a une clause de revoyure. Ce n'est pas une loi définitive, c'est-à-dire on fera le bilan pour savoir si on doit la maintenir, l'améliorer. Alors, il y a une période de test jusqu'au 31 mars 2025. C'est ça. Donc on est au-delà déjà de la période JO, puisque c'est peu de choses près, 6 mois après la fin des JO. Et donc ce qui veut dire que le législateur regarde si ça fonctionne, à la fois pour des considérations juridiques, mais également pour des considérations d'acceptation par la population de ce type de système. Et si c'est bien accepté, eh bien je pense que ça sera reconduit, peut-être sur l'appui du rapport des deux Philippe, Gosselin Lacombe et Gosselin. Et Lacombe. Alain, dites-moi, avec plaisir. Ici, vous savez, nous sommes à Groupe Agora, à News Sécurité, très attachés à l'idée de continuum de la sécurité, c'est-à-dire cette coproduction de la sécurité, vous le savez, entre le public et le privé. Et donc, nous allons voir encore davantage les industries privées autour de l'intelligence artificielle devoir collaborer intelligemment avec, si je puis dire, avec le secteur public. Comment vous voyez s'articuler le monde de l'industrie qui développe des technologies très performantes aujourd'hui avec le public, c'est-à-dire ce que peut en retirer notamment les forces de police, les forces de gendarmerie, les préfectures, notamment à l'occasion des grands événements? Alors moi, je partage totalement ce qu'a dit Thibault. Dans l'ensemble des éléments, je crois que les nouvelles technologies, et notamment les technologies biométrie associées avec l'intelligence artificielle, c'est une chance pour tout le monde. Et elles ne sont pas en elles-mêmes liberticides. Ce qui est nouveau, c'est intéressant ce que vous dites. Elles ne sont pas liberticides en elles-mêmes. Non, pour moi, elles ne sont pas liberticides. À condition que ce soit bien encadré. Alors, à condition, tout simplement, qu'on arrête de les regarder autrement que pour moi sur une triangulation nouvelle. Jusqu'à maintenant, on a longtemps opposé liberté et sécurité. Et il me semble que ce 21e siècle
grâce notamment à l'intelligence artificielle, aux robots, au métavers, toutes ces nouvelles technologies, elles sont à repenser à travers une triangulation où on a toujours les libertés. Il faut les défendre, elles sont là, elles sont en danger. Il y a la sécurité parce qu'on ne peut pas avoir de liberté réelle sans sécurité, c'est ce que disait Thibault, et ce continuum privé-public que vous indiquez est déterminant, mais ceci doit reposer sur un socle. L'article 1er des droits fondamentaux européens, la dignité, et notamment la dignité numérique. Et tout le problème, face à ces technologies qui sont par nature neutres, c'est de trouver ce point d'équilibre, ce centre de gravité, en fonction du contexte et du temps, entre liberté, sécurité et effectivement dignité. Laissez-moi vous donner un exemple concret de cela. La vidéoprotection, pour rester au cœur de la question. La vidéoprotection, il fallait trouver un équilibre entre la liberté, bien entendu, d'aller et venir, et la liberté d'aller et venir de manière secrète. Quand je suis dehors, je suis en déplacement privé. Publique, là, on est sur la voie publique. Donc dehors, oui. je suis en situation privée. Je suis en déplacement privé. Le seul cas où je sors de ce déplacement privé, c'est lorsque je suis en manifestation. Pour le grand public. C'est différent pour, bien évidemment, les personnes publiques qui, elles, ont une autre forme de communication. Mais elles ont aussi un droit à vie privée. Donc, quand on est dehors, on est en vie privée. Et à partir de là, eh bien, on est tous filmés par la vidéoprotection, au titre du principe de sécurité. Il faut trouver un équilibre. Alors, on a dit un mois maximum. Conservation des images. Ouais. Et au bout d'un mois, la victime a un mois pour effectivement faire valoir ses droits et ce droit à la preuve. Mais au bout d'un mois, et ça peut, dans certains cas, elle peut ne pas décider de révéler ses problèmes, mais au bout d'un mois, on retrouve cet équilibre, on supprime les données, elles disparaissent au profit effectivement de la vie privée de tous les gens qui étaient en amont et en aval de la victime et de son bourreau. Donc vous voyez, un équilibre a été trouvé un mois. Et bien de la même manière, par le biais de la dignité, grâce à l'IA, on va pouvoir effectivement redéfinir un nouveau centre de gravité. Et prenons un exemple, il faut que l'on puisse, dans des moments de tension très forte, comme peuvent être des foules, pouvoir analyser en temps réel et que les pouvoirs publics puissent prendre les mesures de sécurité nécessaires. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous ne se trouve pas en position d'accusé. Et donc l'idée, c'est de faire travailler ces IA qui vont reconnaître pendant un temps donné, sur un moment donné, dans un espace donné. Pour un objectif bien précis. Et des finalités bien précises. Et non pas détournées. Et d'ailleurs, le rapport dont vous avez pu prendre connaissance des députés Lacombe et Gosselin donc, met le pied, ça y est, dans la biométrie, dans la reconnaissance faciale. Ah, il m'apparaît extrêmement intéressant. Ça, c'est vraiment tout à fait nouveau. Il faut bien le préciser à nos téléspectateurs, c'est que ce rapport est une avancée considérable. Ce rapport, il faut rappeler par qui il a été rédigé. Et il y a notamment donc Philippe Gosselin. Et Philippe Gosselin, c'est un ancien membre de la CNIL. Donc c'est un député, parmi tous les députés, qui est particulièrement sensible aux problèmes de vie privée et de tout ce qui est RGPD, etc. Donc, si vous voulez, les propositions qui sont formulées, c'est des propositions qui sont mûrement réfléchies et qui sont en aucun cas attentatoires aux libertés individuelles qu'on a évoquées tout à l'heure. Alors, il y a des opposants, quand même. Je dirais, la quadrature du net, tout ça. On peut en parler. Alors, je fais une petite digression par rapport à ce que je voulais dire. Non, parce que vous présentez ça, et moi, on peut très bien partager votre avis, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui s'en inquiètent. Alors, il faut regarder à la fin du rapport. Le rapport, c'est à peu près 152 pages, et à la fin, il y a 4 pages de personnes qui ont été auditionnées. Et il y a beaucoup d'institutions, beaucoup d'éléments. Et il y a la quadrature du net, il y a la Ligue des droits de l'homme, etc. Et notamment en ce qui concerne la quadrature du net, quelle est sa légitimité pour aborder sur ces sujets. Alors, je suis un petit peu provocant parce qu'elle est entendue par la CNIL, par un certain nombre de choses. Et puis moi, il y a quelques manques. J'aurais par exemple aimé une association qui représente les victimes d'agression et qui aurait pu dire, voilà, s'il y avait eu de la vidéoprotection, peut-être que j'aurais pas été agressé, et qu'il y ait des associations ou d'autres personnes entendues dans ce cadre-là. Et puis il y a aussi un grand manque, c'est les donneurs d'ordre. Puisque la vidéoprotection, ça recouvre tout l'espace public, donc les sociétés privées qui reçoivent du public. Et est-ce qu'on a des donneurs d'ordre ont été entendus, comme une banque, comme un hypermarché ?
Il n'y a pas ça. Alors j'en reviens à mon problème de reconnaissance faciale. Oui. Alors la reconnaissance faciale, de manière très large, à tous les coins de rue, à la chinoise, pour reprendre l'expression d'Alain, c'est quelque chose qui est absolument anormal. Par contre, en cas d'événement exceptionnel, c'est sûr que ça peut être utile en cours d'une manifestation, autre chose. Et puis, derrière la reconnaissance faciale, il faut voir ce qu'on englobe. Est-ce que c'est la reconnaissance de tout le monde, si on a une salle avec des tas d'individus ou une foule qui se promène? Est-ce que ça veut dire qu'on reconnaît tous les individus? Ou est-ce qu'on est face à de l'authentification faciale, donc quelque chose de différent, qui est de reconnaître une personne au milieu d'une foule? Ce qui veut dire qu'on reconnaît que cette personne... Qui est déjà dans une base de données. Et qui est déjà dans une base de données. Qui peut être le fichier S, par exemple. Qui peut être le fichier S. On peut imaginer que ce soit fait sous le contrôle d'un magistrat, avec un espèce de mandat de recherche numérique en disant cette personne est recherchée pour telle ou telle raison. Ça peut être éventuellement, dans cas de circonstances exceptionnelles, par exemple menaces terroristes ou autres, de dire on sait que peut-être un tel va commettre un attentat et on va essayer de le retrouver. Et donc ce rapport m'apparaît... ça, c'est vraiment à titre préventif. Pour empêcher quelqu'un de suspect de pouvoir entrer dans un périmètre sur un événement comme les Jeux Olympiques. Alors, comme les Jeux Olympiques, ça pourrait être un interdit de stade, ça pourrait être... Et après, ça peut être un outil d'enquête. Et ça peut être après un outil d'enquête. Alors, on va peut-être laisser la parole, si vous le permettez, à Alain. L'outil d'enquête, précisément. Est-ce que ce sont des moyens de preuve? Alors, ce sont des moyens de preuve, et c'est là où il faut faire un peu attention. Là, de nouveau, moi, je suis complètement en correspondance avec ce que dit Thibault, si ce n'est que pour la quadrature du net, je pense, je l'aurais dit un jour, je ne suis pas d'accord avec vous, mais si vous étiez attaqué, je vous défendrai. Bien sûr. C'est vraiment important, ils font un travail important à ce niveau-là. Nous avons besoin de tous les lanceurs d'alerte en matière de liberté. Mais pour l'enquête, et je suis d'accord avec Thibault, et il a eu raison de faire cette distinction. Je pense qu'il ne faut pas qu'on reconnaisse les gens n'importe où, n'importe quand. Et que l'authentification, c'est une personne dont on recherche. En fait, on utilise, comme une ADN, on l'utilise tout à fait normalement dans la preuve à vocation d'identification, 10 puissance 9, eh bien, on doit pouvoir utiliser les algorithmes pour identifier, pour authentifier quelqu'un qu'on recherche. Et donc, dans l'enquête, sous réserve de la mettre sous le contrôle d'un magistrat, et un magistrat très sensible aux libertés publiques, qui peut être le JLD, par exemple. Qui peut être le JLD, oui. Eh bien, on doit pouvoir authentifier. Les technologies sont là pour permettre plus de sécurité dans le respect de la dignité de chacun. Donc, oui à l'enquête, mais une enquête du Code de procédure pénale. D'accord. Oui, comme moyen de preuve. Voilà. Alors, sur la preuve, il y a la preuve en matière pénale, mais il y a également la preuve en matière civile. Et on a quand même assisté à un tournant récemment de la Cour de cassation sur la collecte par des caméras de vidéosurveillance d'éléments qui concerneraient un salarié qui servirait de base à un licenciement. Et puis collecte qui serait plus ou moins illégale parce que le salarié n'aurait pas été averti, parce que les représentants du personnel n'auraient pas participé à la décision, etc., etc. Et la Cour de cassation, pendant longtemps, sa position était de dire c'est illégal, donc vous n'utilisez pas ces éléments. Et il y a eu un tournant de dire, mais les juges, qui est très récent dans ce tournant, de dire, mais si les juges doivent se poser la question de dire, certes, toutes les conditions, toute la réglementation n'a pas été respectée, mais est-ce que pour autant, cette preuve devient illégale ? Et donc, devant les juridictions prud'homales et cours d'appel, et éventuellement de cour de cassation, on a cour de cassation, on a la preuve qui devient de plus en plus souple, et ça m'apparaît extrêmement intéressant. Recevabilité de la preuve. Hein. On va même plus loin, parce que la Cour de cassation est en train de modifier sa position. Et avant, lorsque les moyens étaient illicites ou qu'il y avait une qualification juridique qui ne permettait pas d'acquérir l'information, elle ne rentrait pas dans la preuve. Et la Cour de cassation arrive tant au niveau pénal avec l'affaire Bettencourt qu'au niveau effectivement civil avec la discrimination, à un droit à la preuve autonome du droit que l'on veut prouver par cette preuve. Et ce droit à la preuve donne de nouveau un nouveau centre de gravité qui fait que si on n'a pas respecté la réglementation sur la vidéoprotection, ça ne veut pas dire que les images sont irrecevables civilement, voire pénalement, une sorte de droit à la vérité, au-delà de la réglementation des moyens pour l'obtenir. C'est un très grand C'est une grande avancée, oui. Vous avez vu, sujet passionnant, sujet complexe, sujet d'avenir, sujet d'actualité, mais le temps passe. Donc nous allons déjà être obligés, malheureusement, de conclure, quitte à faire peut-être une deuxième émission l'année prochaine avec les Jeux Olympiques, mais déjà, même cette année, avec
la Coupe du Monde de rugby. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, en conclusion, je voudrais avoir votre point de vue général. Est-ce qu'il faut avoir peur, Alain, de ces nouvelles technologies? Mais non, les nouvelles technologies, elles sont au service de l'humain, et c'est l'humain dont on doit avoir peur quand il les utilise mal. Donc, pas de crainte pour nos libertés? Ni pour la dignité, ni pour la sécurité. Et vous-même? Alors moi, je crois qu'il n'y a aucune crainte et que c'est compris par l'ensemble de la population, parce que vous avez dû voir ce sondage assez récent où 71% des Français seraient pour la vidéoprotection. Et donc, je pense que c'est maintenant rentré pas tout à fait dans les mœurs, mais on est sur le point de le faire, et que c'est plutôt au niveau des élites de l'État qu'on a un frein qui n'est pas du tout celui de la population. Oui, mais à partir du moment où le Parlement se prononce, c'est d'ailleurs le souhait de la CNIL, hein, que le Parlement pose un cadre juridique qui soit tout à fait C'est nécessaire. C'est nécessaire. clair. Voilà. Le souhait de la CNIL, c'est de dire tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit en matière de vidéoprotection ou de données personnelles. Donc, c'est un bon principe, ça on peut rien dire contre. C'est pour ça que le législateur doit jouer son rôle et donner des textes clairs. Absolument. Voilà, sachant que, je reviens un peu en arrière sur ce que je disais tout à l'heure, on va se faire rattraper par la réglementation européenne qui serait applicable, alors si tout va bien, fin 2025, mais plus probablement courant 2026. Et dans la réglementation européenne, tous ces problèmes sont traités. On s'adaptera. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie beaucoup, Alain Thibault, de nous avoir apporté cet éclairage, grand spécialiste que vous êtes, et je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Fenech Security Talk. Au revoir. Merci de nous avoir fait intervenir. Merci beaucoup.